La responsabilité politique. Voilà un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité. Mais et si la clé pour y voir plus clair ne se trouvait pas dans les débats d'aujourd'hui, mais plutôt dans un vieux texte? Un texte qui a plus de 2 siècles. L'idée peut paraître surprenante, mais suivons cette piste. Elle vaut le tour. Ah, cette petite phrase. Responsable, mais pas coupable. On l'a tous déjà entendu, pas vrai? Ça sonne un peu comme une pirouette, une façon habile de ne pas vraiment assumer. Et pourtant, si derrière cette formule se cachait en fait une distinction bien plus profonde, une vraie distinction juridique et philosophique qu'on aurait oubliée. Pour démêler ça, il faut faire un petit bond dans le passé. Et notre guide pour ce voyage, c'est un penseur libéral du nom de Benjamin Constant. Son œuvre s'appelle « De la responsabilité des ministres ». C'est un texte très court, mais d'une densité incroyable. Et on va voir qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur notre propre époque. Alors, il faut imaginer le décor. On est en 1815. La France sort à peine de ce que Constant appelle les 12 ans de tyrannie de Napoléon. La monarchie revenue, il faut tout reconstruire. Et Constant y voit une occasion unique de poser les bases d'un gouvernement enfin stable et constitutionnel. Sauf qu'il y a un énorme problème à régler pour que ça tienne. Comment, concrètement, on fait pour que les ministres rendent des comptes? C'est ça, le cœur du problème, la responsabilité ministérielle. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Un ministre est responsable de quoi? De tout? De ses crimes personnels? De ses erreurs politiques? De ses mauvaises décisions? À l'époque, c'est le flou total. Et pour Constant, ce flou est extrêmement dangereux car il mène soit à l'impunité totale, soit à la tyrannie. Et là arrive l'idée de génie de Constant. Une distinction toute simple, mais qui change tout. Il dit « Stop ». Il faut séparer les choses en 2 catégories bien distinctes. D'un côté, il y a les actes illégaux. En gros, des crimes de droit commun. Et de l'autre, quelque chose de complètement différent. L'abus de pouvoir légal. C'est-à-dire quand un ministre utilise le pouvoir qu'on lui a donné, mais il l'utilise mal, de façon incompétente ou nuisible pour le pays. Constant utilise lui-même une analogie parfaite pour qu'on comprenne bien. Si on confie sa fortune à un gestionnaire et qu'il fait de mauvais placements, eh bien, il est responsable de sa mauvaise gestion. Mais si ce même homme force le coffre-fort pour voler l'argent, là, ce n'est plus un mauvais gestionnaire, c'est un criminel. L'un a mal utilisé un pouvoir confié, l'autre a agi sans aucun droit. Voilà toute la différence. Un acte illégal, donc. C'est simple. C'est quand un ministre agit comme n'importe quel citoyen qui enfreint la loi. Un meurtre, un détournement de fonds, une arrestation arbitraire. Pour Constant, ça, ce ne sont pas des fautes politiques, ce sont des crimes. Et la conclusion est logique. Ces actes doivent être jugés par les tribunaux ordinaires, comme pour tout le monde. Et maintenant, la vraie responsabilité ministérielle. Il s'agit de l'action que le ministre a le droit de faire, déclarer une guerre, signer un traité, gérer les finances du pays. Mais s'il le fait d'une manière qui s'avère désastreuse, eh bien c'est là qu'il est politiquement responsable. Il n'a pas commis de crime, mais il a échoué dans sa mission. Il a mal utilisé un pouvoir qu'on lui avait pourtant légalement confié. Bon, mais cette distinction soulève une autre question, encore plus complexe. Si un ministre donne un ordre illégal, qu'en est-il de la responsabilité de la personne qui l'exécute? Le fonctionnaire, le soldat, l'agent public, est-ce qu'ils doivent obéir aveuglement? Et là, la réponse de Constant est incroyablement moderne. Il rejette totalement l'idée d'une obéissance passive et absolue. Pour lui, exiger qu'un agent obéisse sans réfléchir, c'est créer des instruments d'arbitraire, des outils que n'importe quel pouvoir tyrannique peut ensuite utiliser pour opprimer la société. Il affirme que l'esprit critique est un devoir. C'est juste visionnaire. Il faut se rendre compte, plus de 130 ans avant le procès d'Adolf Eichmann, avant le concept de la banalité du mal d'Hannah Arendt, Constant démolit par avance l'argument du « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Il place la conscience et le jugement individuel bien au-dessus de l'obéissance mécanique. C'est énorme pour l'époque. Cette distinction fondamentale mène donc logiquement à un système de justice à 2 voies. D'un côté, les crimes privés, qui sont jugés par les tribunaux ordinaires dans un but de punition, et de l'autre, les manquements politiques, qui, eux, nécessitent une approche, un tribunal et un objectif entièrement différents. Mais pourquoi cette séparation? Eh bien parce qu'un juge ordinaire, son rôle, c'est d'appliquer la loi. Comment pourrait-il juger si une guerre était injuste ou un traité désavantageux? Ce ne sont pas des questions purement juridiques, elles sont politiques et elles demandent une compréhension des affaires de l'État, une vision d'ensemble qu'un juge classique n'a pas. Alors, à quoi ressemble ce tribunal spécial? Pour Constant, le juge idéal, c'est la Chambre des pairs, un peu l'ancêtre de notre Sénat. Son indépendance est la clé. Ses membres ne dépendent ni des électeurs, ni du gouvernement. Leur seul intérêt, c'est de préserver l'équilibre des institutions. Ils ont une vision d'ensemble et une modération qui les rendent, selon lui, parfaits pour juger ces questions politiques si délicates.
Et voici peut-être l'idée la plus importante et la plus surprenante de tout son système. Le but n'est pas de se venger. Ce n'est pas de jeter un ministre en prison ou de le couvrir de honte. Le but est pragmatique. Protéger l'État en retirant le pouvoir à quelqu'un qui a prouvé son incompétence ou sa malveillance. C'est une mesure de sécurité politique, pas une punition. Le processus est donc clair, la Chambre basse, les représentants du peuple, accusent, la Chambre haute, la Chambre des pairs, juge. Si le ministre est reconnu coupable d'avoir mal géré le pays, on le démet de ses fonctions. Les peines possibles sont pensées pour être dissuasives, mais pas humiliantes, car le but n'est pas de détruire un individu, mais de préserver l'État. Cette citation résume parfaitement sa philosophie. La mort, ni même la captivité d'un homme, n'ont jamais été nécessaires au salut d'un peuple. Le salut d'une nation, ça ne dépend pas de la punition brutale de quelques-uns. Ça dépend de la force de ses institutions et de sa capacité à se corriger elle-même. La vengeance n'est tout simplement pas un bon outil de gouvernance. On arrive alors à ce paradoxe apparent. Constant conçoit un système où, au final, les condamnations et les punitions seront très rares. Et il nous dit que c'est une bonne chose. Mais pourquoi? Parce que le véritable objectif n'est pas de remplir les prisons. Le véritable bénéfice, c'est le processus lui-même. C'est le débat public constant, la vigilance des représentants, la liberté de la presse qui peut tout analyser. C'est d'entretenir ce qu'il appelle un sentiment animé de vie politique dans toute la nation. Finalement, la menace de la responsabilité est plus importante que son application punitive. Elle force la transparence et maintient le pouvoir sous un contrôle permanent. Au final, la pensée de Benjamin Constant nous renvoie directement à notre époque. Son défi, vieux de 2 siècles, reste entier. Est-ce que nos systèmes actuels font une distinction claire entre une erreur politique, même grave, et un crime? Est-ce que notre culture administrative valorise le jugement critique ou récompense-t-elle encore l'obéissance passive? La question, aujourd'hui comme en 1815, reste complètement ouverte.